La salle de réception est devenue silencieuse à la seconde où ma belle-mère Béatrice a fait teinter son verre en cristal et a annoncé à chacun de ses 150 invités que la célébration de ses 60 ans ce soir serait un moment qu'il n'oublierait jamais. Elle avait raison, mais pas du tout de la manière qu'elle imaginait. Je m'appelle Sophie et il y a 3 ans, j'ai épousé un homme que j'aimais sincèrement, Julien. Ce que je n'ai pas épousé, ce dont personne ne m'avait prévenu, c'était sa mère Béatrice et son fils cadet, mon beau-frère Théo. Dès l'instant où j'ai glissé cette alliance à mon doigt, je suis devenue quelque chose de très spécifique à leurs yeux. Pas une belle-fille. Pas une sœur. Une source de financement avec un pouls. Cela a commencé doucement, comme ces choses-là commencent toujours. Béatrice avait besoin d'aide pour couvrir l'assurance de la nouvelle voiture de Théo 1 mois parce qu'il venait de commencer un stage et que les temps étaient durs. Mon mari Julien me l'a demandé avec ses yeux doux et j'ai dit oui parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. Sauf que Théo ne nous a jamais remboursé et le mois suivant ce n'était plus l'assurance de la voiture, c'était le loyer de son studio à Boulogne. Puis ce furent les soins dentaires de Béatrice dans une clinique privée. Puis un week-end à Biarritz qu'elle avait déjà réservé avant de demander. Chaque fois, Julien venait vers moi avec une raison, une justification enveloppée dans le langage de la loyauté familiale, et chaque fois j'avalais ce qui me restait en travers de la gorge et je disais que c'était bon. 3 ans de c'est bon. Je veux être honnête avec vous parce que j'ai vu les commentaires sur des histoires comme la mienne et je sais ce que certains d'entre vous pensent déjà. Pourquoi as-tu laissé faire ça si longtemps? Quel genre de femme confie ses économies pendant 3 ans sans taper du poing sur la table? Je vous entends. Je me suis posé la même question à 2 heures du matin plus de fois que je ne peux les compter. La réponse est à la fois compliquée et simple. J'attendais. Pas du courage. Pas le bon moment pour exploser. J'attendais un document. Un document spécifique que je devais avoir entre les mains avant de faire quoi que ce soit parce que sans lui, chaque mouvement que je faisais pouvait être annulé. Je vais expliquer cela dans un instant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où Béatrice a annoncé son dîner d'anniversaire, 150 invités dans un salon privé du pavillon de la Reine, qui est le genre de restaurant à Paris où les menus n'ont pas de prix parce que si vous avez besoin de demander c'est que vous n'avez pas votre place ici, j'étais prête depuis 6 semaines. J'avais juste besoin de l'occasion. Béatrice m'a appelé un mardi. Pas Julien. Moi. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. J'ai besoin que tu appelles le restaurant et que tu donnes tes coordonnées bancaires pour la réservation, m'a-t-elle dit. Ce sera plus simple comme ça. Tu t'arrangeras avec Julien après. Je veux que vous réfléchissiez à cette phrase une seconde. Pas est-ce que tu peux, pas est-ce que ça te dérange, pas je me demandais si, elle a dit j'ai besoin que tu le fasses. Comme si j'étais son assistante. Comme si les 32 000 € qui avaient coulé de mon compte vers sa vie en 3 ans lui avaient donné le droit de me parler comme à une tâche sur sa liste de choses à faire. Bien sûr, j'ai dit, je m'en occupe. Et je l'ai fait. Mais pas de la manière qu'elle attendait. Le soir du dîner, je me suis habillée avec soin. Une robe portefeuille bleu marine, celle dont Julien dit toujours qu'elle me donne l'air de posséder l'endroit. Je me suis coiffée. J'ai porté les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées. Je voulais ressembler à une femme qui n'avait aucune inquiétude car dans environ 3 heures, je n'en aurais effectivement plus. Le salon privé était exactement comme Béatrice l'avait prévu. De haute composition florale, la lueur des bougies se reflétant sur la cristallerie, des tables rondes drapées de lin ivoire. Ses amis, son cercle de bridge, ses voisins, la famille élargie de Julien, tous les 150 remplissant l'espace avec ce brouhaha particulier des occasions coûteuses. Béatrice se tenait près de l'entrée accueillant les gens comme une reine recevant sa cour. Théo à ses côtés, ayant l'air d'avoir quelque chose de plus important à faire ailleurs. Julien a touché le bas de mon dos alors que nous entrions. Elle a vraiment mis les petits plats dans les grands, a-t-il murmuré. C'est vrai, j'ai acquiescé. Nous avons trouvé nos places à la table familiale, juste devant et au centre, ce qui j'ai compris immédiatement était calculé. Béatrice nous voulait visibles. Elle voulait sa belle-fille assez proche de l'action pour que, le moment venu, tout le monde puisse voir. Le dîner s'est déroulé comme ce genre d'événement se déroule, conversation polie, compliments sur les mets,
un oncle parlant trop fort de son dernier parcours de golf. J'ai mangé. J'ai souri. J'ai rempli mon verre d'eau. J'ai regardé Théo faire le tour de la salle et revenir chuchoter quelque chose à l'oreille de Béatrice qui la fait rire d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Puis les assiettes de dessert ont été débarrassées. Le personnel est apparu avec un gâteau d'anniversaire qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Béatrice s'est levée, a tapoté son verre, et toute la pièce s'est tournée vers elle. Je veux remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir, a-t-elle commencé, la voix portant comme si elle s'était exercée. 60 ans de vie et je suis plus reconnaissante que je ne l'ai jamais été pour ma famille. Elle a fait une pause ici et ses yeux ont trouvé les miens à travers la table. Pas avec chaleur. Avec intention. Surtout ma merveilleuse belle-fille, Sophie, qui a eu la gentillesse de s'occuper des arrangements ce soir. Tous les visages de la pièce se sont tournés vers moi. Béatrice a souri. Théo a souri. Julien a tendu la main et a serré la mienne, fier, inconscient. Et j'ai souri en retour. Parce que je savais exactement ce qui allait arriver dans environ 90 secondes. Le directeur de salle, un homme posé nommé Jean-Pierre qui avait tourné dans la pièce toute la soirée, s'est approché de notre table alors que les applaudissements pour le toast de Béatrice s'estompaient. Il s'est légèrement penché vers Béatrice et a parlé sur ce ton discret que les professionnels de l'hôtellerie utilisent quand la nouvelle n'est pas bonne. Madame, je m'excuse pour l'interruption. Nous sommes prêts à traiter la facture finale, mais je crains que la carte enregistrée ne soit refusée. Le sourire de Béatrice n'a pas bougé. C'est impossible. Recommencer. Jean-Pierre s'est redressé légèrement. Nous avons essayé 2 fois, madame. Avez-vous une autre carte à nous proposer? La table la plus proche de nous était devenue silencieuse. Le son a une façon de tomber par couches dans des moments pareils. Les conversations les plus proches d'abord, puis celles juste après, comme une pierre jetée dans l'eau calme. En 30 secondes, la moitié de la salle pouvait sentir que quelque chose avait basculé. Béatrice s'est tournée vers moi. Le sourire était toujours là, mais il avait totalement changé de caractère, plus mince, plus acéré sur les bords. Sophie, ma chérie, il doit y avoir un problème avec la carte que tu as enregistrée. Peux-tu donner ton autre carte à Jean-Pierre? Julien a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé mon verre d'eau. J'ai pris mon temps. Je ne suis pas sûre, ai-je dit, gardant une voix tout à fait agréable. Quelle carte as-tu donnée, Béatrice? Ses yeux se sont rétrécis d'une fraction. Celle que tu m'as donnée, celle que tu utilises toujours. Intéressant, ai-je dit, parce que j'ai clôturé ce compte il y a 10 jours. La table est devenue complètement silencieuse. Julien s'est tourné pour me regarder. La main de Béatrice, qui reposait sur la nappe, s'est légèrement crispée. Théo, en face, s'est arrêté net alors qu'il allait reprendre du vin. Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as clôturé? A demandé Béatrice, et l'amabilité dans sa voix avait été remplacée par quelque chose de plus familier, ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle sentait que quelque chose qu'elle croyait lui appartenir lui était retiré. Je veux dire que je l'ai fermé, ai-je dit simplement. Je n'ai plus ce compte. La voix de Julien est devenue basse. Sophie, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là le secret des moments que vous avez répétés dans votre tête pendant 6 semaines. Quand ils arrivent enfin, vous n'êtes pas nerveux. Vous vous sentez extraordinairement calme. Comme si chaque étape entre là où vous étiez et là où vous vous tenez maintenant menait exactement ici. J'ai regardé mon mari. Je l'avais aimé. Une partie de moi, une partie fatiguée et honnête, l'aimait encore. Mais l'amour sans respect n'est que de l'attachement, et j'avais passé 36 mois à apprendre la différence. Je peux tout expliquer, lui ai-je dit. Mais peut-être que d'abord quelqu'un devrait trouver comment payer ce dîner. Béatrice s'est levée. Pas de manière dramatique. Elle était trop contrôlée pour ça, mais avec la lenteur délibérée d'une femme habituée à utiliser sa présence physique comme une ponctuation. Je ne sais pas ce que tu penses faire, a-t-elle dit, sa voix portant plus loin qu'elle ne le souhaitait. Mais cette famille t'a tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies. Béatrice, ma voix était calme. C'était la voix la plus calme de la pièce.
Assieds-toi. Elle ne s'est pas assise. Tu veux avoir cette conversation ici, a-t-elle demandé. Je suis à l'aise dans les deux cas, ai-je répondu. Jean-Pierre était toujours debout à proximité, professionnellement inexpressif, le pauvre. Julien a attrapé mon bras, pas fort, mais avec urgence. Sophie, s'il te plaît. Pouvons-nous juste sortir? Je ne comprends pas ce qui arrive. Donne-leur juste une carte et on en parlera à la maison. Il n'y a pas de carte, Julien. Comment ça il n'y a pas de carte? Je veux dire que j'ai un compte. Un nouveau. Ouvert il y a 8 jours à mon nom seul. Et il y a pas mal d'argent dessus, ce qui est intéressant parce qu'il y a 3 ans, il y en avait beaucoup plus. Théo a émis un son. Je ne décrirais pas cela comme un rire. C'était quelque chose d'approchant, ce bruit défensif que les gens font quand ils espèrent que l'humour va dissoudre ce qu'ils savent être en train d'arriver. Elle fait ça dramatique, a-t-il dit à la table entière. Elle fait toujours ça. Je me suis tournée et j'ai regardé Théo avec le genre d'attention qui fait que les gens s'arrêtent de parler. Il s'est tu. Théo, ai-je dit, veux-tu parler à Julien de l'investissement ou dois-je le faire? Julien est devenu très immobile. Quel investissement? Et c'était le moment que j'avais protégé le plus soigneusement, le fil que j'avais attendu le plus longtemps pour tirer, parce qu'une fois qu'on le tire, tout se dénoue d'un coup et il faut être prêt pour la rapidité de la chute. 6 semaines avant le dîner de Béatrice, j'avais épluché nos relevés de compte joints, ce que je faisais discrètement et méthodiquement depuis des mois, quand j'ai trouvé un virement que je ne reconnaissais pas. 10 000 euros transférés en 3 versements distincts vers un compte professionnel auquel je n'avais pas accès. Quand j'ai tracé le numéro de compte, il menait à une société écran. Quand j'ai tracé la société écran, elle menait à Théo. Julien avait envoyé 10 000 euros à son frère sans me le dire, sans demander, sans un mot. Quand j'ai interrogé Julien à ce sujet calmement à la table de la cuisine un mercredi soir, il avait l'air d'un homme qui redoutait une conversation spécifique depuis si longtemps que son arrivée était presque un soulagement. Il a dit que Théo avait une opportunité, une affaire, une chance de se stabiliser enfin. Il a dit qu'il savait que j'aurais dit non s'il avait demandé, alors il n'avait pas demandé. Il a dit qu'il allait rembourser avec ses propres primes. Il a dit beaucoup de choses. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que 3 semaines plus tard, l'affaire de Théo s'était effondrée et les 10 000 euros avaient disparu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise à cette table de cuisine pendant longtemps après que Julien soit allé se coucher et j'ai pensé aux 32 000 euros en 3 ans et j'ai pensé aux 10 000 autres disparus en silence et j'ai pensé à la maison. C'est la partie que j'ai mentionnée plus tôt, le document que j'attendais. 2 ans après notre mariage, Julien et moi avions acheté une maison ensemble à Saint-Cloud. Ce que Julien ne savait pas, ce que personne dans sa famille ne savait, c'était que l'apport provenait entièrement de moi. D'un héritage que j'avais reçu de ma grand-mère et dont je n'avais jamais discuté avec personne parce que c'était à moi et que je n'y étais pas obligée. J'avais transféré cet argent sur notre compte joint 3 jours avant la signature et Julien avait supposé que c'était les économies que nous avions accumulées ensemble. Quand l'acte a été établi, nos 2 noms y figuraient. Mais 8 mois avant le dîner de Béatrice, j'avais consulté un notaire pour quelque chose de spécifique. Julien avait utilisé cette maison sans mon consentement comme garantie informelle pour un prêt personnel qu'il avait pris pour couvrir, entre autres, une dette antérieure de Théo. Le prêt était assez petit pour ne pas avoir déclenché d'hypothèque formelle, mais les documents existaient et la paperasse était, pour le dire poliment, irrégulière. Mon notaire avait passé 4 mois à travailler discrètement et légalement pour restructurer la documentation de propriété d'une manière qui, compte tenu de l'historique financier de l'apport et de l'instrument de prêt irrégulier que Julien avait signé, me donnait quelque chose de très précis. La pleine propriété légale. Le document était arrivé 6 semaines avant le dîner d'anniversaire. Je l'avais lu 3 fois sur le comptoir de ma cuisine pendant que Julien regardait la télévision dans la pièce d'à côté. Puis je l'avais mis dans un coffre ignifuge dans le coffre de ma voiture parce que certaines choses se gardent là où les gens ne peuvent pas les trouver. Alors quand j'étais assise à cette table et que je regardais Béatrice et Théo et Julien attendre que je pioche dans mon sac pour faire disparaître le problème comme je l'avais toujours fait. J'étais aussi assise sur la propriété légale de la maison qu'ils supposaient être toujours disponible pour eux comme filet de sécurité.
Théo, disait Julien d'une voix tendue, de quoi parle-t-elle? Des 10 000 euros, ai-je dit. Des 3 virements, du compte de la société Écran, de l'affaire qui s'est effondrée en février. Julien a regardé son frère. Théo a regardé la nappe. La salle autour de nous n'avait fait aucun effort pour reprendre ses propres conversations. Nous étions la chose la plus intéressante à 50 mètres à la ronde. Béatrice est intervenue comme elle le faisait toujours quand elle sentait le contrôle lui échapper en essayant de redéfinir qui était la personne déraisonnable. Sophie, je ne sais pas quelle histoire tu t'es construite, mais cette famille t'a soutenue, accueillie, aimée. Vous m'avez emprunté de l'argent, ai-je dit, de manière constante, sans gratitude et sans remboursement. Ce n'est pas de l'amour. C'est un arrangement commercial auquel je n'ai jamais consenti. Comment oses-tu? L'assurance de la voiture en mars il y a 3 ans. Le loyer de Théo en avril, mai et juin de la même année. Tes soins dentaires en août. Le voyage à Marrakech en janvier suivant. L'investissement de Théo dans le projet de bistrot qui n'a jamais ouvert. La rénovation de ta salle de bain. L'abonnement au club de sport de Théo dont je ne suis pas sûre qu'il ait été résilié un jour. J'avais mémorisé la liste. J'avais passé une soirée avec un bloc-notes jaune et 3 ans de relevé bancaire pour la construire ligne par ligne. 32 620 euros avant les 10 000 que Julien a envoyés sans me le dire. Avant ce soir. Le silence était total. Le visage de Julien était passé par plusieurs expressions pour s'arrêter sur quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la défensive. C'était le regard d'un homme voyant quelque chose clairement pour la première fois et souhaitant ardemment ne pas le voir. Sophie, a-t-il dit doucement, je ne savais pas que c'était autant. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit, parce que c'est moi qui tenais les comptes. Béatrice s'était assise. Je ne pense pas qu'elle l'ait choisi. Je pense que ces jambes ont pris la décision sans la consulter. Jean-Pierre est réapparu à mes côtés avec le timing exquis de quelqu'un qui attendait à une distance respectueuse exactement cette pause. Madame, quand vous serez prête. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le solde de mon nouveau compte, celui qui contenait ce qui restait de l'héritage de ma grand-mère et 3 ans de mes propres économies minutieuses. Parce que même pendant que je payais pour tout le monde, je construisais aussi discrètement quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Je me suis tournée vers Jean-Pierre. Quel est le total? 4 800 euros service compris. J'ai effectué le paiement sans drame. Un léger signal sonore de confirmation. Jean-Pierre a fait un petit signe de tête et s'est éloigné. Julien a expiré. D'accord, merci Sophie. C'est la dernière fois, ai-je dit. Il s'est arrêté. C'est la dernière fois que je paie pour quelque chose dans cette famille qui n'est pas à moi de payer. J'ai rangé mon téléphone dans mon sac. Et il y a d'autres choses qui vont changer dès demain matin. La voix de Béatrice, quand elle est revenue, était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Quelle chose! Je l'ai regardée avec ce que j'espère être ni cruauté ni triomphe parce que je ne ressentais ni l'un ni l'autre. Ce que je ressentais était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Une sorte d'immobilité absolue. Le calme particulier d'une décision entièrement prise. Julien expliquera, ai-je dit. J'ai déjà parlé à mon notaire. Julien a attrapé ma main. Sophie, s'il te plaît. Quoi que tu prévois, nous pouvons en parler. Je sais que j'aurais dû te parler pour l'argent de Théo. Je sais que c'était mal. Mais on peut réparer ça. On peut aller voir un conseiller. On peut. Julien. J'ai gardé ma voix douce parce qu'il n'était pas mon ennemi et que je n'avais jamais voulu qu'il le soit. J'ai trouvé les documents du prêt. La maison. Le visage de Julien a perdu toute couleur d'un coup. La garantie que tu as mise sans me le dire, ai-je continué. Mon notaire a ce document depuis 4 mois. Tu recevras des papiers demain qui expliquent ce que cela signifie pour la propriété à l'avenir. Qu'est-ce que ça signifie, a-t-il chuchoté. J'ai pris ma pochette. Je me suis levée lentement, de la manière dont on le fait quand on n'est pas pressé parce qu'on est déjà arrivé là où on allait.
Ça signifie que la maison est à moi, ai-je dit. Légalement, ultérieurement et définitivement. Théo s'est levé. Tu ne peux pas juste. Théo. Je me suis tournée pour le regarder une dernière fois. Tu as 30 jours pour rendre tes clés. Tu utilises la chambre d'amis comme garde-meuble depuis novembre. Je voudrais qu'elle soit vide d'ici la fin du mois prochain. Béatrice a émis un son pour lequel je n'ai pas de mots. J'ai lissé le devant de ma robe et j'ai regardé la table, les bougies qui brûlaient bas, le gâteau d'anniversaire à moitié mangé, les 150 personnes absolument immobiles dans la pièce dorée, et j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine qui était tendue depuis 3 ans. Joyeux anniversaire Béatrice, ai-je dit. Et je le pensais, à ma manière, parce que c'était son anniversaire et que je ne suis pas une personne cruelle et la vérité est qu'aucune partie de ce qui s'est passé ce soir n'était réellement à propos de son anniversaire. C'était à propos de chaque appel téléphonique du mardi qui commençait par « J'ai besoin que tu le fasses ». C'était à propos des 32 000 € et d'une liste sur un bloc-notes jaune. C'était à propos de l'épuisement particulier d'être traité comme une ressource plutôt que comme une personne par des gens qui disaient le mot famille comme si c'était un chèque en blanc libellé à leur nom. J'ai traversé le salon privé et la salle de restaurant principale au-delà et les portes d'entrée et je suis sortie dans la soirée d'octobre où l'air était froid et propre et avait le goût du début de quelque chose que je n'avais pas pu nommer jusqu'à maintenant. Mon téléphone a vibré immédiatement. Julien. J'ai laissé sonner. Il a vibré à nouveau. Béatrice. J'ai mis le téléphone dans mon sac. Je suis restée sur le trottoir un moment, le bruit de la rue filtrant autour de moi, les sons ordinaires d'un vendredi soir d'une ville qui n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer à l'intérieur de ce bâtiment. Un couple passait avec un chien. Un taxi s'est arrêté de l'autre côté de la rue. Quelque part à proximité, quelqu'un riait de quelque chose de sincèrement drôle. J'avais une amie, Céline, qui me connaissait depuis la fac et qui avait écouté plus de mes appels de 2 heures du matin que n'importe quelle personne ne devrait avoir à le faire. Elle m'avait dit un jour, il y a environ 8 mois, « Tu n'attends pas la permission de partir Sophie. Tu attends les papiers. » Elle avait raison. Elle l'avait souvent. Je lui ai envoyé un message maintenant. 2 mots. C'est fait. Elle a répondu en moins de 10 secondes avec 3 mots qui m'ont fait rire aux éclats sur ce trottoir froid devant un restaurant où la fête d'anniversaire de ma belle-mère était probablement encore dans un état de chaos. J'achète le vin. J'ai commencé à marcher vers le parking où se trouvait ma voiture, les talons de mes chaussures claquant sur le béton dans un rythme qui semblait nouveau, ou peut-être juste nouvellement audible. Comme un son qui avait toujours été là et que j'étais seulement maintenant assez calme pour entendre. Voici ce que je veux dire à quiconque a passé du temps dans une situation comme la mienne. Pas parce que je pense que vous avez besoin de conseils, mais parce que j'avais besoin d'entendre quelque chose comme ça et que pendant longtemps personne ne me l'a dit. Être patiente n'est pas la même chose qu'être passive. Tenir des comptes n'est pas la même chose qu'être rancunière. Attendre le bon moment n'est pas une faiblesse. Et choisir le moment soi-même, selon ses propres termes, dans une pièce pleine de gens qui ont passé des années à supposer que vous piocheriez toujours dans votre sac pour faire disparaître leurs problèmes, ce n'est pas de la vengeance. C'est juste reprendre enfin et pleinement sa vie en main. L'ascenseur du parking s'est ouvert. Je suis entrée. Les portes se sont refermées derrière moi et dans le reflet métallique je pouvais me voir, robe marine, boucle d'oreilles en perles, l'héritage de ma grand-mère converti d'abord en maison puis en quelque chose d'encore plus utile et j'ai pensé la voilà. Elle est enfin là. Les gens demandent souvent ce que l'on ressent quand on arrête enfin de laisser quelqu'un prendre chez soi. Je pensais que ce serait de la colère ou peut-être de la victoire, quelque chose de bruyant et de satisfaisant que l'on pourrait montrer du doigt. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point ce serait silencieux. Quand j'ai quitté le restaurant ce soir-là, je ne tremblais pas. Je ne repassais pas en boucle le regard sur le visage de ma belle-mère ou ne comptais pas le nombre de personnes qui avaient regardé toute la scène se dérouler. Je marchais, tout simplement. Un pied devant l'autre, sur un trottoir froid d'octobre, respirant un air qui n'avait rien à voir avec l'agenda de quelqu'un d'autre. Voici ce que j'ai fini par comprendre sur les situations comme celles que j'ai vécues pendant 3 ans. Les gens qui prennent chez vous sont rarement malveillants de la manière dont nous imaginons les méchants.
Ils ne sont pas assis dans une pièce sombre à comploter votre ruine financière. Ce sont simplement des gens qui ont appris, quelque part en chemin, que certaines portes s'ouvrent quand on frappe, et ils ont continué à frapper parce que personne n'a jamais changé la serrure. Ma belle-mère n'a pas inventé son sentiment de supériorité du jour au lendemain. Mon beau-frère n'a pas décidé en un seul instant de traiter mes revenus comme une ressource partagée. Ces schémas se forment lentement, presque poliment, à travers 100 petits moments où la chose la plus facile était de dire oui et la chose la plus difficile était de dire non, et j'ai continué à choisir la facilité. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse très humaine au désir d'être aimé par les gens que votre mari aime. Mais il arrive un moment où vous devez regarder honnêtement ce que vous faites réellement, et ce que je faisais réellement était de financer une version de ma propre effacement. Chaque fois que je payais sans qu'on me le demande, chaque fois que j'absorbais un coût qui n'était pas le mien, j'apprenais discrètement à tout le monde dans cette famille que je ne demandais pas de considération. Que je m'ajusterais. Que je couvrirais les frais. Ce qui a changé pour moi n'a pas été un moment de rage. C'était un mardi soir tranquille avec un relevé bancaire et un bloc-notes jaune et la lente arithmétique de 3 ans étalée en noir sur blanc. 45 000 € n'est pas une abstraction quand on l'écrit ligne par ligne. Cela devient très spécifique. Cela devient l'investissement et le voyage d'anniversaire et la rénovation et l'abonnement au club qui tournait probablement encore. Et une fois qu'on le voit clairement, on ne peut plus l'ignorer. L'intelligence sans courage n'est que de l'information. Je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Savoir n'était pas suffisant. Ce qui a pris plus de temps à construire, c'est la volonté d'agir sur ce que je savais, de traverser l'inconfort d'être qualifiée de difficile, de froide, d'être la femme qui a gâché un dîner d'anniversaire, et de tenir ma position malgré tout. Cette stabilité, pas la colère, pas la vengeance. Juste une clarté absolue sur ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas est quelque chose que personne ne vous donne. Vous la construisez vous-même, lentement, à partir de chaque moment où vous avez choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Sophie n'a pas détruit son mariage à cette table de dîner. Le mariage s'était discrètement défait depuis des années, un virement non autorisé à la fois. Ce qu'elle a fait, c'est simplement refuser de faire semblant du contraire en public, ce qui est son propre genre de courage. La maison est à elle maintenant. Le nouveau compte est à elle. Les 32 000 € ne reviendront pas et elle a fait la paix avec cela parce qu'ils ont acheté quelque chose à quoi on ne peut pas assigner de valeur monétaire, la certitude absolue qu'elle connaît sa propre valeur et qu'elle n'aura plus jamais besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Ce n'est pas une petite chose. C'est en fait l'essentiel. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale toxique que l'on retrouve malheureusement trop souvent dans notre société moderne. La protagoniste, Sophie, illustre parfaitement ce qu'on appelle le piège de la gentillesse. Dans de nombreuses cultures, et particulièrement dans le cadre familial français, il existe une pression invisible pour maintenir l'harmonie, souvent au détriment de ses propres limites financières et émotionnelles. Le concept de famille est ici utilisé comme une arme de manipulation, où le mot loyauté devient synonyme de sacrifice personnel sans limite. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la transformation de Sophie, elle passe du rôle de victime passive à celui d'architecte de sa propre libération. Sa méthode n'est pas l'explosion émotionnelle, mais la rigueur factuelle. En utilisant un bloc-notes jaune et ses relevés bancaires, elle transforme ses sentiments de frustration en données irréfutables. C'est une leçon puissante sur l'importance de l'indépendance financière, surtout au sein du mariage. La gestion de l'héritage et la protection de la maison montrent qu'une femme prévoyante peut se protéger contre les abus de confiance, même venant de ceux qu'elle aime. Le dénouement lors du dîner d'anniversaire n'est pas un acte de méchanceté, mais un acte de justice. En refusant de payer pour un luxe que sa belle famille ne pouvait pas s'offrir, elle les remet face à leurs propres responsabilités. C'est un rappel brutal que le respect ne s'achète pas, il se gagne par la définition de limites claires. La fin de l'histoire suggère que la véritable paix ne vient pas de la victoire sur les autres, mais de la reconquête de son propre espace mental et matériel. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui se sentent étouffées par des obligations familiales injustes. Il n'est jamais trop tard pour changer la serrure et reprendre les rênes de sa propre vie. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous eu la patience de Sophie pour préparer votre départ avec autant de précision, ou auriez-vous mis les choses au clair dès le premier virement suspect? Partagez votre avis dans les commentaires.